Chapitre 17. Ce que Miss Marple vit de sa fenêtre. Le lendemain matin, je reçus la visite de l'endormi. Il est un peu plus aimable avec moi. Il finira peut-être un jour par oublier l'histoire de la pendule. Vous savez, me cria-t-il, j'ai trouvé d'où venait votre coup de téléphone. Ah, vraiment? Fis-je. J'étais très intéressée. C'est curieux, reprit-il. Cette communication est partie du pavillon nord de Old Hall. En ce moment, ce pavillon est vide. Les concierges ont pris leur retraite et leurs successeurs ne sont pas encore là. C'est un endroit inhabité et, donc, tout à fait propice. Une des fenêtres était ouverte sur le derrière. Nous n'avons pas relevé une seule empreinte digitale sur l'appareil. Elles ont certainement été effacées. Rien que cela suffirait à donner l'éveil. Dans quel sens? Dans ce sens que cela prouve, clair comme le jour, que ce coup de téléphone n'a pas eu d'autre but que de vous éloigner. Le crime a été soigneusement préparé. Allez, si c'était une bonne blague qu'on vous avait faite, on n'aurait pas songé à prendre tant de précautions. Évidemment. Cela prouve, en outre, que le meurtrier connaissait parfaitement Old Hall et ses environs. Ce n'est pas Mrs. Prothero qui a demandé cette communication. J'ai vérifié l'emploi de son temps, cet après-midi-là, minute par minute. Une bonne demi-douzaine de domestiques peuvent jurer qu'elle est restée chez elle jusqu'à 5h30. La voiture l'a conduite au village avec le colonel qui allait voir Cointon, le vétérinaire, pour l'un de ses chevaux. Elle a fait quelques achats chez l'épicier et le marchand de poissons. Enfin, elle est venue directement à l'atelier par le sentier de derrière. C'est alors que Miss Marple l'a vue. Tous les commerçants sont d'accord pour dire qu'elle n'avait pas de sac à main. La vieille dame avait raison. Ça lui arrive souvent, observai-je. Quant à Miss Prothero, à la même heure, elle était à Muckbenham. C'est exact. Mon neveu s'y trouvait aussi. On ne peut donc pas songer à la soupçonner. De leur côté, les bonnes ont l'air comme il faut. Un peu agitées, peut-être. Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Naturellement, je surveille le valet de chambre. Il a donné congé. Tout ça n'est pas très clair. Mais, entre nous, je crois qu'il ne sait pas grand-chose. Il me semble, inspecteur, que jusqu'à présent, vos enquêtes ont plutôt un résultat négatif. Oui et non, Mr. Clément. Il s'est aussi passé une chose bien bizarre et si inattendue. Vraiment? Vous nous souvenez de la comédie qu'a fait Mrs. Price Ridley parce qu'on s'était moqué d'elle au téléphone? Certes. Eh bien, nous avons aussi recherché la trace de cet appel. Savez-vous d'où il venait, celui-là? Je vous le donne en mille. D'une cabine téléphonique? Non, Mr. Clément. Il ne venait pas d'une cabine téléphonique. Il venait du cottage de Mr. Lawrence Redding. Vous dites? M'écriai-je, stupéfait. Oui, du cottage de Mr. Redding. C'est curieux, ça aussi, n'est-ce pas? Notez que Mr. Lawrence n'a rien à voir dans cette histoire. À cette heure-là, 6h30, il était sur le chemin du sanglier bleu avec le docteur Stone. Tout le monde les a vus. Pourtant, c'est ainsi. Significatif, n'est-ce pas? Quelqu'un a pénétré dans la maison, où il n'y avait personne, et s'est servi du téléphone. Oui, mais qui? Voilà 2 coups de téléphone bien singuliers pour une seule journée. On peut admettre, je pense, qu'ils ne sont pas sans rapport entre eux.
Je serais bien étonnée s'ils ne viennent pas de la même personne. Mais dans quel but? C'est ce qu'il nous reste à établir. A priori, on n'imagine pas la raison du second appel, mais il doit bien en exister une, tout de même. Et, avez-vous remarqué ceci? On s'est servi du téléphone de Mr. Redding comme on s'est servi de son revolver. Tout a été mis en œuvre pour que les soupçons se portent sur lui. Ce serait encore plus probant, fis-je, si le premier appel était parti de chez lui, car celui-là se rapporte directement au drame. J'ai réfléchi à cela, moi aussi, continua l'inspecteur. Que faisait Mr. Redding, d'habitude, l'après-midi? Il allait à Old Hall travailler au portrait de Miss Prothero. Il partait toujours à motocyclette et passait par la barrière du Nord. Comprenez-vous maintenant pourquoi l'appel est parti de là? Le meurtrier n'était pas au courant de la dispute entre Prothero et le peintre, et il ignorait que celui-ci n'allait plus à Old Hall. Il me fallut un moment de réflexion pour permettre aux arguments de l'inspecteur de pénétrer dans ma tête. Maintenant, il me semblait logique et, pour tout dire, irréfutable. A-t-on relevé des empreintes sur l'appareil de Mr. Redding? Demandai-je. Pas une, dit l'endormi avec quelque dépit. La vieille bonne qui fait son ménage était passée par là. Elle est à moitié folle avec ça. Elle ne peut même pas se rappeler à quel moment elle a vu le revolver pour la dernière fois. Il est peut-être encore là le matin du crime, mais il n'y était peut-être pas. Voyez ça d'ici. Ah, elles sont bien toutes les mêmes. Je suis allée aussi voir le docteur Stone. Oh, pour la forme, simplement. Il a été on ne peut plus aimable avec moi. Il était allé avec Miss Cram à ce tas de terre, à ces... comment appelez-vous ça? À ces fameuses fouilles, vers 2h30. Et il a passé toute l'après-midi. Il est revenu seul. Sa secrétaire est rentrée plus tard. Il n'a pas entendu la moindre détonation, mais il est très distrait. Enfin, tout ça confirme assez nos hypothèses. Oui, dis-je. Seulement, vous n'avez pas découvert l'assassin. Hum, hum, fit l'endormi. C'est une voix de femme que vous avez entendue au téléphone. C'est à peu près sûrement une voix de femme qu'a entendue Mrs. Price Ridley. Si le coup de feu n'avait pas été perçu à si peu d'intervalle de l'appel téléphonique, je saurais bien de quel côté orienter mes recherches. Ah, ça, dis-je, peut-on savoir? Il vaut mieux garder ça pour soi, Mr. Clément. Sur ces fortes paroles, j'offris à l'inspecteur un verre de vieux Porto. J'ai du très bon Porto. Dans le monde, on ne boit peut-être pas de Porto à 11h du matin, mais avec l'endormi, ça n'a pas d'importance. J'aurais sans doute mieux fait de ne pas boire, mais dans de telles occasions, il ne faut pas le faire dégoûter. Lorsqu'il eut vidé son second verre, l'inspecteur se redressa, tout guilleret. C'est l'effet naturel du vieux Porto. Avec un homme comme vous, monsieur, dit-il, on peut avoir confiance. Vous garderez ça pour vous, hein? Il ne faut pas que ça fasse le tour du village. Je le rassurai. Il continua. D'ailleurs, le drame s'est passé sous votre toit. Vous avez bien de droit d'être renseigné, il me semble. C'est assez mon avis? Eh bien, je vais vous dire, monsieur.
Que pensez-vous de la dame qui est allée chez le colonel la veille du crime? Mrs. Lestrange? M'écriai-je d'une voix forte, tellement j'étais surpris. L'endormi me lança un regard de reproche. Pas si fort, monsieur. Oui, je surveille Mrs. Lestrange. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. Chantage. Mister Clément, il y a du chantage là-dessous. Ce n'est tout de même pas une raison pour commettre un crime. Et puis, ce serait tuer la poule aux œufs d'or. Je me place dans le cas où cette hypothèse serait fondée, ce que je ne puis admettre. L'inspecteur cligna de l'œil d'une façon vulgaire. Ah, c'est bien le genre des femmes que les hommes soutiendront toujours. Écoutez-moi bien, monsieur. Admettez qu'il fut un temps où elle exerça son chantage sur le vieux Protéro avec succès. Des années passent. Un beau jour, elle apprend qu'il est retiré à Sainte-Marie-Maid. Elle vient habiter près de lui et elle recommence. Seulement, entre-temps, les choses ont changé. La loi n'est plus la même. Elle est favorable aux victimes des maîtres chanteurs et ne permet plus de donner de nom comme elle le faisait. Admettez encore que le colonel Protéro ait menacé cette femme de poursuite. Elle se trouve dans une situation intenable. Le chantage est puni sévèrement. Et c'est lui le plus fort. La seule chose qui lui reste à faire pour sortir de ce mauvais pas, c'est de le faire disparaître, vite et bien. Je gardai quelque temps le silence. Je dus convenir que cette hypothèse était plausible. Une seule chose la rendait inadmissible à mes yeux, la personne même de Mrs. Lestrange. « Je ne suis pas de votre avis, inspecteur, dis-je. Mrs. Lestrange ne me fait pas l'effet d'un maître chanteur, pas du tout. Le mot que je vais employer est bien démodé, c'est une dame. » L'endormi me considéra avec pitié. « C'est vrai, monsieur, fit-il. C'est vrai. Vous êtes pasteur. Vous ne savez pas la moitié de ce qui se passe. Une dame. Si vous saviez ce que je sais, vous seriez plutôt surpris. Je ne fais pas seulement allusion à la position sociale. Voyez-vous, j'imagine très bien que Mrs. Lestrange puisse être une déclassée. Ce que je veux dire, c'est sa distinction, son charme. Vous ne la voyez pas avec les mêmes yeux que moi, monsieur. Pourtant, je suis un homme. Mais je suis aussi un officier de police. Elles ne m'ont pas, moi, avec leur distinction. Elle est de ces femmes qui vous planteraient un couteau dans le cœur sans que bouge un seul de leurs cheveux. Ce que je vais dire surprendra peut-être, pourtant c'est ainsi. Je crois que Mrs. Lestrange, capable de commettre un crime, pas un chantage. Naturellement, reprit l'inspecteur. Elle n'a pas pu téléphoner à la vieille dame d'à côté et, en même temps, tuer le colonel. Il venait à peine de prononcer ces derniers mots qu'il frappa du pied le parquet. « J'ai trouvé! J'ai trouvé !» s'écria-t-il. L'appel téléphonique, c'est un alibi. Parbleu! Elle savait qu'on ne manquerait pas de le reprocher du premier. Il faut que je tire ça au clair.
Elle aura soudoyé un garçon du village pour qu'il téléphone à sa place. Celui-ci n'y aura vu que du feu. » L'inspecteur me quitta précipitamment. Griselda passa la tête par l'entrebâillement de la porte. « Miss Marple désire vous voir, » dit-elle. « Elle vient de nous envoyer un billet presque incohérent, à peine griffonné, plein de mots soulignés. Je n'ai pu en déchiffrer les 3/4. Je crois comprendre qu'elle ne peut pas quitter sa maison. Dépêchez-vous d'y aller. J'attends mes vieilles bonnes femmes d'un moment à l'autre. Sans cela, j'y serais allée moi-même. J'ai horreur de ces vieilles. Elles ont toujours à vous raconter un tas de choses sur les mauvais états de leurs jambes, quand elles n'insistent pas pour vous les montrer. Encore. Quelle chance que l'enquête ait eu tantôt. Cela vous dispensera d'aller au match de cricket du Boys Club. Je me dépêchais, inquiet de connaître le motif de cet appel inattendu. Je trouvais Miss Marple dans tous ses états. Elle était très rouge et ses propos paraissaient plutôt incohérents. « Mon neveu, » expliqua-t-elle, « mon neveu, Raymond West, l'écrivain, arrive aujourd'hui. Quelle histoire! C'est moi qui dois m'occuper de tout. Allez donc vous fier à une bonne pour faire un lit convenablement. Et, naturellement, ce soir, il faudra de la viande. Et à boire. Il me faut quelque chose à boire. Si je puis vous aider, c'est très aimable à vous, mais il ne s'agit pas de cela. J'ai bien le temps. Du reste, il apporte sa pipe et son tabac. J'en suis bien contente. Ça m'évite de savoir quelle cigarette je devrais acheter. Mais aussi, ça m'ennuie. L'odeur du tabac est tellement persistante. Elle s'accroche au rideau. Naturellement, j'ouvrirai les fenêtres et je secouerai tout chaque matin. Raymond se lève tard. Je crois que tous les écrivains sont comme lui. Vous savez, il écrit des livres intéressants, mais les gens qu'il dépeint sont bien antipathiques. Les jeunes gens de talent ne connaissent pas la vie. Voudrez-vous venir dîner avec lui au presbytère ? Demandai-je dans l'incapacité où j'étais de deviner pourquoi elle m'avait fait venir. Vous êtes trop aimable, Mister Clément. Non, je vous remercie. Je croyais que vous désiriez me parler, ajoutai-je en désespoir de cause. Oh, mais oui, excusez-moi. Dans tout ce bouleversement, ça m'était sorti de la tête. Elle s'arrêta pour appeler sa bonne. Émilie, Émilie, passe ces draps-là. Les très fins avec les lettres brodées. Surtout, ne les approchez pas du feu. Elle revint vers moi sur la pointe des pieds. C'est drôle ce qui s'est passé cette nuit, commença-t-elle. J'ai pensé que vous seriez heureux de l'apprendre, bien que, pour le moment, cela ne signifie pas grand-chose. Donc, hier soir, je ne pouvais pas m'endormir. Je songeais à cette triste affaire. À un moment donné, je sortis de mon lit pour regarder par la fenêtre. Devinez ce que j'ai vu. Je la considérais avec la plus vive attention. Gladys Cram. Et Miss Marple prononça ces mots avec majesté. Gladys Cram, qui s'en allait dans les bois avec une valise. Oui, cher pasteur, aussi vrai que je suis là. Avec une valise ? N'est-ce pas extraordinaire ? Qu'allait-elle faire dans les bois avec une valise à minuit ? Nous nous regardions. Voyez-vous, reprit Miss Marple, cela n'a peut-être rien à voir avec le crime, mais c'est tout de même une chose étrange. Et, pour le moment,
Il ne faut pas négliger les choses étranges. C'est en effet absolument extraordinaire, dis-je. Serait-elle allée dormir dans les fouilles, par hasard? Non, car quelques instants plus tard, elle repassait sous mes fenêtres. Elle n'avait plus de valise. De nouveau, nos regards se croisèrent longuement. Chapitre 18. Les conclusions du coroner. À 2 heures, cet après-midi, on a procédé, au sanglier bleu, à la reconstitution du crime. Inutile de dire que l'animation n'a cessé de régner dans tout le village. Pensez donc, il y a plus de 15 ans qu'un crime avait été commis à Sainte-Marie-Maid. Qu'on ajoute à cela la personnalité de la victime, le lieu même où elle fut abattue, et l'on aura une idée du régal qu'une telle opération devait représenter pour les habitants de notre petite paroisse. En circulant dans les groupes, des réflexions, qui ne m'étaient sans doute pas destinées, me parvenaient aux oreilles. Regardez donc le pasteur, comme il est pâle. C'est à se demander s'il n'a pas... Dame, ça s'est pas passé au presbytère? Comment pouvez-vous parler de la sorte, Marie-Adam? Quand c'est arrivé, il était allé voir Henri Abbott. Oui, oui, mais on dit qu'il s'était disputé avec le colonel. Tiens, voilà Mary Hill. Elle en fait des manières. C'est parce qu'elle sert ici qu'elle se croit importante. Chut, voici le coroner. Le coroner de Muck Benham est le docteur Robert. Il toussa, mit ses lunettes et prit son air le plus digne. Mais je ne vais pas relater dans tous les détails cette opération judiciaire. Cela ne manquerait pas de vous ennuyer. Naturellement, Laurent soutint qu'il avait découvert le corps et reconnu le revolver comme étant le sien. Autant qu'il pouvait se le rappeler, il avait encore vu l'arme, chez lui, le mardi, sur l'étagère de sa bibliothèque, mais il ne fermait jamais à clé son cottage. Mrs. Prothero raconta, une fois de plus, comment elle avait vu son mari pour la dernière fois vers 6 heures moins le quart, au moment où ils s'étaient quittés dans le village. Elle devait aller le prendre, un peu plus tard, au presbytère. Elle s'était effectivement rendue chez le pasteur vers 6h15, en passant par le sentier du bas et le jardin. N'ayant entendu aucun bruit de conversation dans le bureau, elle en avait conclu qu'il n'y avait personne, mais il était permis de penser que son mari était alors assis à mon bureau et, dans ce cas, elle avait pu ne pas le voir. D'après elle, le colonel était dans un état physique et mental tout à fait normal. Au surplus, elle ne connaissait pas d'ennemi susceptible de se livrer contre lui à de telles extrémités. Ce fut, ensuite, mon tour de déposer. Je rappelai que j'avais rendez-vous chez moi avec Prothero et que j'avais été brusquement appelée chez les Abbott. Je racontais dans quelles conditions j'avais trouvé le cadavre et dû faire appel au docteur Haydock. Qui pouvait savoir que le colonel Prothero devait venir au presbytère ce soir-là? Demanda le coroner. Plusieurs personnes, sans doute. Ma femme le savait, ainsi que mon neveu, et le matin même, lorsque je l'avais rencontré dans le village, le colonel m'avait rappelé sa visite. On a pu alors l'entendre, car il était un peu sourd et parlait toujours très fort. Autrement dit, tout le monde pouvait être au courant. J'acquiesçai.
On entendit Haydock. C'était un témoin important. Il décrivit minutieusement, d'une façon technique, la position du corps et les blessures qu'il avait constatées. Son opinion était nette. On avait tiré sur le colonel alors qu'il était en train d'écrire. Pour lui, l'heure de la mort devait être fixée approximativement entre 6h20 et 6h30, mais certainement pas après 6h35. Il fut très affirmatif et très catégorique sur ce point. Par ailleurs, le suicide ne pouvait être envisagé. Il était évident que le défunt n'avait pu se faire une blessure de cette nature. La déposition de l'inspecteur fut discrète et brève. Il dit simplement comment il avait été appelé au presbytère et dans quelles circonstances il avait trouvé le corps. Après quoi, on examina la lettre et on releva l'heure qui était indiquée. On tint également compte de l'avance de la pendule et l'on tomba d'accord pour fixer le décès à 6h22. Les policiers gardèrent pour eux ces renseignements. Anne Proteoro me raconta plus tard qu'on lui avait demandé d'indiquer que sa visite avait eu lieu un peu avant 6h20. Le témoin suivant fut notre Marie. Elle fit une curieuse déposition. Elle n'avait rien entendu et ne voulait rien entendre. On n'avait pas l'habitude de tuer les gens qui venaient chez le pasteur. Elle avait son travail à faire. Un point, c'est tout. Le colonel Protero était arrivé exactement à 6h15. Non, elle n'avait pas regardé la pendule, mais elle avait entendu le quart sonner à l'horloge de l'église alors qu'elle venait de le faire entrer dans le bureau. Elle y tenait. Elle n'avait pas entendu le coup et, si le coup avait été tiré, elle l'aurait certainement entendu. Évidemment, elle comprenait qu'un coup avait dû être tiré, puisque le pauvre monsieur avait été tué. Mais elle n'avait rien entendu. Le coroner n'insista pas. Je remarquai que le magistrat et Melkat travaillaient en plein accord. Mrs. Lestrange avait été convoquée, mais elle avait envoyé un certificat signé de Haydock disant que tout déplacement lui était interdit. On n'avait plus qu'un témoignage à recueillir, celui d'une vieille femme qui faisait le ménage de Lawrence Redding. Elle s'avança, toute tremblante. On lui montra le revolver. Elle le reconnut parfaitement. C'était bien celui qui se trouvait d'ordinaire dans le salon de son maître. « Il le laissait toujours traîner sur la bibliothèque ?» dit-elle. La mère Archer avait vu l'arme pour la dernière fois le jour même du crime. Sur une question plus pressante, elle précisa que c'était le jeudi, à 1h moins le quart, comme elle s'en allait. Je fus un peu surpris de cette affirmation si catégorique, car je me rappelais que la bonne femme avait été autrement hésitante quand l'endormi avait procédé à son interrogatoire. Le coroner résuma ces diverses dépositions avec la plus grande assurance. Il qualifia ainsi le crime « meurtre commis par inconnu ou inconnu ». Évidemment. En quittant la salle, je croisai une véritable petite armée de jeunes gens à la figure éveillée qui avaient tous entre eux je ne sais quel air de ressemblance. Certains ne m'étaient pas tout à fait inconnus. Je les avais fréquemment vus rôder autour du presbytère depuis quelques jours. Je tenais beaucoup à les éviter. Je rentrai donc au Sanglier Bleu où je tombai sur notre archéologue.
Je m'accrochai à lui. « Il y a des journalistes, dis-je. Si vous pouviez m'en débarrasser. » Il me fit monter par un étroit escalier dans son appartement. Miss Cram tapait avec agilité sur sa machine à écrire. Elle m'accueillit avec un large sourire et profita de l'aubaine pour s'arrêter de travailler. « C'est curieux, dit-elle, qu'on ne sache pas encore quel est l'assassin. Cette enquête est vraiment une déception. Ces confrontations ont été sans intérêt d'un bout à l'autre. » « Vous étiez donc là, Miss Cram ? » ?»« Bien sûr que j'y étais. C'est drôle que vous ne m'ayez pas vue. Car vous ne m'avez pas vue. J'en suis vexée, car un homme, même un pasteur, devrait avoir des yeux. »« Et vous, étiez-vous là aussi ?» demandai-je au docteur Stone pour échapper à ce badinage. Les jeunes femmes comme Miss Cram me font éprouver une véritable gêne. « Non, dit Stone, car je ne m'intéresse pas à ces histoires-là. Ma marotte me suffit. » « Une marotte bien intéressante. Vous vous y connaissez ? » Je fus contraint d'avouer que je n'entendais à peu près rien à l'archéologie. Mais Stone n'est pas de ceux que l'ignorance désarme. Et le résultat fut exactement le même que si je lui eusse répondu que les fouilles étaient mon unique passion. Il était remonté. Fouilles en profondeur, fouilles circulaires, âge de pierre, âge de bronze, paléolithique, néolithique, il ne tarissait pas. Je ne pouvais que, de temps à autre, hocher la tête et prendre un air intelligent, ce qui est peut-être au-dessus de mes forces. Littéralement, Stone mugissait. Il est petit, sa tête est ronde et chauve, son visage rond et rose. Ses yeux souriaient derrière les grosses lunettes. Je n'ai, je crois bien, jamais connu un homme capable de s'enthousiasmer à ce point et sans qu'on ait besoin de l'exciter. Il ne fit grâce d'aucun des arguments favorables à sa théorie et n'omit même pas les arguments contraires. Bref, soit dit en passant, je n'y comprends rien du tout. Cette conférence terminée, il se mit en devoir de m'expliquer, dans ses moindres détails, le caractère de Protéro, si différent du sien. « Un rustre têtu !» s'écria-t-il. « Oui, oui, je sais, il est mort, et on ne devrait pas dire du mal des morts, mais il n'est pas au pouvoir de la mort de modifier le vrai. Un rustre têtu, cela le dépeint exactement. Parce qu'il avait ouvert quelques livres, il se faisait passer pour une compétence en archéologie. Une compétence en face d'un homme qui a passé toute sa vie à piocher cette ingrate matière. Oui, Mister Clément, toute ma vie, j'y ai consacré toute ma vie. » Son agitation finissait par le faire bredouiller. Miss Cram le ramena à la réalité d'une phrase innocente. « Si vous n'y prenez garde, vous allez manquer votre train. » Ah ! Le petit homme s'arrêta net au milieu de son discours, puis il tira une montre de sa poche. « Mon Dieu !» dit-il, « il est moins le quart. Ce n'est pas possible. » Quand vous commencez de parler, vous oubliez toujours l'heure. Ah, je ne sais pas ce que vous feriez sans moi. Ça, c'est vrai. Il lui donna affectueusement quelques petites tapes sur l'épaule. Gladys est une jeune fille exceptionnelle, Mister Clément. Elle n'oublie jamais rien. Je suis très heureux de l'avoir rencontrée. Que dites-vous, docteur ?
fit Miss Cram. Vous me comblez. Je pensais, à part moi, que ceux qui prédisent le mariage du docteur et de Miss Cram pourraient bien être de bons prophètes. En tout cas, elle est habile. Vous devriez partir, dit-elle encore. Oui, oui, je m'en vais. Il passa quelques instants dans la pièce à côté et réparut avec une valise. Vous partez? Demandai-je, un peu surpris. Oui, je vais passer 2 jours à Londres. Demain, je dois aller voir ma vieille maman. Lundi, j'ai quelques affaires à régler avec mes notaires. Je rentrerai mardi. À propos, je ne pense pas que la mort du colonel change quoi que ce soit au sujet des fouilles. Mrs. Prothero ne verra sans doute pas d'inconvénient à ce que nous poursuivons nos travaux. Je ne le crois pas non plus. Tandis qu'il parlait ainsi, je me demandais qui allait, désormais, régner sur Old Hall. Il était bien possible que Prothero ait pris des dispositions en faveur de Lettice. Il serait intéressant de connaître le testament qu'il avait dû faire. La mort apporte bien des troubles dans une famille, observa mélancoliquement Miss Cram. Allons, il faut que je m'en aille, fit Stone. Il essayait, mais en vain, de rassembler sa valise, une couverture de voyage et un immense parapluie. Je voulus l'aider, mais il protesta. Ne prenez pas cette peine, ne prenez pas cette peine. Je saurai m'arranger. Je trouverai bien quelqu'un en bas. Mais en bas, il n'y avait pas de garçon, ni personne. Le personnel devait se régaler aux frais des journalistes. Le temps passait. Nous partîmes ensemble à la gare, Stone portant la valise, moi, la couverture et le parapluie. Nous marchions vite. Le docteur parlait d'une voix essoufflée. « C'est vraiment trop aimable de votre part. Je m'excuse de vous déranger ainsi. Pourvu que nous ne manquions pas le train. Ah, Gladys est très bonne. Ah, c'est une jeune fille extraordinaire. Ah, une excellente nature. Je crois qu'elle n'est pas très heureuse chez elle. Ah, un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant, je vous dis. Et malgré nos différents âges, il y a entre nous beaucoup de points communs. » Si Miss Marple s'était retrouvée là, elle n'eût pas manqué de faire à ce sujet quelques allusions à des personnes de ma connaissance. Comme nous allions tourner pour aller à la gare, nous aperçûmes le cottage de Lawrence Reading. Il est absolument isolé. Je vis 2 jeunes gens sur le seuil de la porte et 2 autres qui regardaient par la fenêtre. C'était vraiment un grand jour pour les reporters. « C'est un gentil garçon, ce jeune Reading, » dis-je, pour voir ce que répondrait mon compagnon. Il soufflait tellement qu'il dut prendre le temps avant de pouvoir parler. Pourtant, il laissa échapper un mot que je ne compris pas tout d'abord. « Dangereux !» éclata-t-il. Absolument hors d'haleine. Lorsque je l'eus prié de répéter ce qu'il venait de dire, « Très dangereux. Il est la coqueluche des jeunes filles. Comment peuvent-elles se laisser prendre par un garçon de cette espèce? Il tourne toujours autour des femmes. Ce n'est pas bon signe, ça. » Je conclus de ce propos que le seul jeune homme de notre village avait dû être remarqué par la blonde Gladys elle-même. « Mon Dieu !» s'écria Stone. « Voilà le train !» Nous nous mîmes à courir. Un train descendant était en gare et celui de Londres y entrait.
près du guichet, nous nous heurtâmes à un charmant jeune homme en qui je reconnus le neveu de Miss Marple. C'est un monsieur qui n'aime pas beaucoup qu'on le bouscule. Il est fier de sa personne et il faut bien dire que la fréquentation des foules est préjudiciable à l'esthétique vestimentaire. Il faillit tomber. Je lui fis de rapides excuses et nous passâmes sur le quai. Le docteur grimpa dans son compartiment. Je lui tendis ses bagages juste au moment où le convoi s'ébranlait. Je lui fis des signaux d'adieu et je m'en retournai. Raymond West était déjà parti, mais je rencontrai le pharmacien. Il répondait au doux nom de Chérubin, et nous fîmes route ensemble. Il s'en est fallu de peu qu'il manque son train, dit-il pour entamer la conversation. Et aussitôt, à propos, Mr. Clément, comment l'enquête a-t-elle marché? Je lui fis part des conclusions du coroner. Alors, c'est tout ce qu'ils ont trouvé? Ce n'était pas difficile à deviner. Mais où va donc le docteur Stone? Je lui dis. Il a eu de la chance de ne pas rater son train. Sur cette satanée ligne, on n'est jamais sûr de rien. Je vous le dis, Mrs. Clément, c'est une honte. Oui, une honte. Le train que j'ai pris pour rentrer avait 10 grandes minutes de retard, et un samedi encore, un jour où personne ne voyage. Et mercredi donc, encore un jour où personne ne voyage. Non, jeudi, oui, c'était jeudi. Je me rappelle que c'était le jour du crime. Je voulais adresser une plainte à la compagnie, et à cause de cette histoire, j'ai oublié de le faire. Donc, jeudi, j'étais allée à une réunion à la Société des pharmaciens. Savez-vous quel a été le retard du train de 6h50 ce jour-là? Une demi-heure. Exactement une demi-heure. 10 minutes, ça va encore. Mais un train qui n'arrive qu'à 7h20, je me demande pourquoi on s'obstine à l'appeler le train de 6h50. Vous avez raison, dis-je avec un grand désir d'échapper à cet intarissable monologue. Mais, excusez-moi, j'aperçois Lawrence Redding et je dois lui parler. Je laissai mon pharmacien à ses récriminations. Chapitre 19. Où les murs ont des oreilles. Je suis bien content de vous voir, dit tout de suite Laurence. Venez donc jusque chez moi. Nous entrâmes par la petite barrière et nous prîmes le sentier. Il prit de sa poche une clé qu'il introduisit dans la serrure. « Vous fermez votre porte à clé, maintenant » remarquai-je. « Oui, » dit-il avec un amer sourire. « Comme on ferme une écurie d'où le cheval est parti. Voyez-vous, pasteur, » ajouta-t-il en s'effaçant pour me laisser entrer, « voyez-vous, il y a dans toute cette histoire quelque chose que je ne puis pas admettre. Tout s'est bien passé, comment dire, pour bien me faire comprendre. Tout s'est passé trop à l'intérieur. Quelqu'un savait que je possédais ce revolver. Autrement dit, le criminel était déjà entré dans cette maison. Il avait trinqué avec moi, peut-être. Pas nécessairement. Toussaint Mary Maid sait, sans doute, où vous mettez votre brosse à dents et quel dentifrice vous employez. Mais quel intérêt cela peut-il bien avoir? Je n'en sais rien, mais c'est ainsi. Si vous changez de savon à barbe,
soyez sûr que c'est encore un sujet de conversation. Il faut qu'il soit bien à court de nouvelles. Mais oui, il ne se passe jamais rien d'intéressant ici. Ce n'est plus le cas, maintenant. Mais qui va raconter dans le village ces histoires de concierges? La mère Archer, probablement. Cette vieille-là? Mais elle est à moitié loufoque. Vous n'en savez rien? Les pauvres gens sont parfois obligés de porter un masque, si je puis ainsi parler. Un jour, peut-être, vous vous apercevrez que celle-là est en possession de tous ses moyens. À ce propos, vous savez qu'elle affirme maintenant, de la façon la plus catégorique, que votre revolver était encore à sa place, jeudi matin? Qu'est-ce qui a bien pu lui faire prendre cette attitude, tout d'un coup? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais croyez-vous que ça puisse être vrai? Je n'ai pas non plus la moindre idée là-dessus. Je ne fais pas un inventaire tous les jours. Je jetai un regard circulaire. Les étagères, les tables étaient chargées d'objets, de bibelots. Laurence vivait au milieu d'un désordre qui m'aurait rendu fou. Ah, ces artistes! C'est parfois un fameux travail de retrouver quelque chose dans tout ce fouillis, dit-il. Mais aussi, on a tout à portée de main quand c'est enfermé. En effet, rien n'est enfermé chez vous. Il aurait peut-être été préférable que les revolvers l'eût été. Savez-vous que je m'attendais à ce que le coroner me fasse une observation à ce sujet? Les coroners sont de telles ânes. Oui, je pensais qu'il allait me le reprocher. Mais, dis-je, ce pistolet était-il chargé? Laurence secoua la tête. Je ne suis pas aussi imprudent. Il n'était pas chargé, mais il y avait au côté une boîte de cartouches. Les 6 chambres paraissaient chargées, mais on n'avait tiré qu'un coup. Seulement, ce coup, qui l'a tiré? On aura beau dire, Mr. Clément, mais à moins qu'on ne découvre le meurtrier, je serai soupçonné jusqu'au jour de ma mort. Ne dis donc pas de bêtises. Mais si, c'est comme ça. Il se tut et parut réfléchir. Puis, il se leva et dit: « Laissez-moi vous raconter ce que j'ai fait hier soir. Vous savez que Miss Marple est une personne assez bien renseignée. Oui, et c'est même la raison qui l'a rendue si peu populaire. » Laurence se mit donc en devoir de me raconter son histoire. Il était monté à Old Hall sur le conseil de la vieille dame. Là, il avait interrogé la femme de chambre à laquelle Anne s'était contentée de dire: « Rose, Mr. Redding va nous poser quelques questions. » Elle-même avait quitté très discrètement la pièce. Laurence s'était sentie un peu émue. Il le reconnaissait. Rose était une jolie fille de 25 ans qui fixait sur lui un regard limpide. Il était presque intimidé. C'est au sujet de la mort du colonel Prothero, avait-il fini par dire. Oui, monsieur? Je veux passionnément connaître la vérité. Oui, monsieur. J'ai l'impression que, peut-être, quelqu'un pourrait, qu'il devrait y avoir. Bref, Laurence avait bafouillé. De tout son cœur, il avait maudit Miss Marple.
car c'était elle qui l'avait poussé à faire cette démarche. Enfin, il avait continué. Je me demandais si vous ne pourriez pas m'aider. Oui, monsieur. Rose observait une attitude correcte, en domestique bien stylée, mais, au fond, elle semblait tout à fait indifférente. N'avez-vous pas parlé de l'affaire entre vous? Se décida-t-il à demander. Rose rougit à peine à cette attaque brusquée. Elle paraissait ébranlée. Avec le personnel? Répéta-t-elle. Oui, avec le concierge, par exemple, ou avec d'autres. Cette fois, on eût dit que la jeune fille avait envie de rire. Laurence s'en sentit encouragée. Dites-moi, Rose, reprit-il, vous êtes une bonne fille. Vous devez comprendre dans quel état je me trouve. Je ne veux pas être pendue, entendez-vous? Je n'ai pas tué votre maître, mais beaucoup de gens croient encore que c'est moi qui l'ai tué. Voyons, Rose, aidez-moi. Quand Laurence fut parvenue à ce point de son récit, je me pris à l'imaginer, sa belle chevelure rejetée en arrière et ses yeux d'Irlandais, magnifiques et éplorés. Comme je comprenais que Rose se fût attendrie et qu'elle ait capitulé. « Oh, monsieur, je suis sûre que si quelqu'un pouvait vous aider, personne dans cette maison ne croit que c'est vous qui avez fait une chose pareille. » Je le sais, dit Laurence, mais cela ne sert pas à grand-chose vis-à-vis de la police. La police, la police. Je puis bien vous avouer que nous n'aimons guère l'inspecteur, nous autres. Comment l'appelez-vous? L'endormi? Eh bien, si c'est ça, la police? Tout cela est bel et bon, Rose, mais la police est très puissante. Vous venez de dire que vous vouliez bien me venir en aide. Vous allez pouvoir me fournir la preuve de cette bonne volonté. Il y a tant de choses que nous ne savons pas encore. Ainsi, tenez, cette dame qui est venue voir le colonel la veille de sa mort. Mrs. Lestrange? Oui, Mrs. Lestrange. On ne me retirera pas de l'idée que cette visite n'est pas naturelle. Ah, certes non, monsieur, et nous l'avons tous pensé. Vraiment? La façon même dont elle s'est présentée, son insistance à réclamer le colonel, naturellement, on en a parlé. Pensez donc, personne ne la connaissait. Mrs. Simons, c'est la concierge, n'a pas caché que c'était une mauvaise femme. Mais, après ce que m'a dit Gladys, je ne sais plus qui croire. Que vous a donc dit Gladys? Oh, rien, monsieur. Un bavardage sans importance. Laurence regarda Rose. Il avait l'impression qu'elle lui cachait quelque chose. Je me demande, poursuivit-il, à quel sujet est-elle venue voir le colonel Prothero? Oui, monsieur. Et je crois bien que vous le savez, Rose. Moi? Oh, non, monsieur. Comment voulez-vous que je le sache? Voyons, Rose, vous m'avez promis de m'aider. Si vous avez entendu quelque chose, n'importe quoi, même sans importance, je vous aurai tellement de reconnaissance. Après tout, quelqu'un a très bien pu, par hasard, tout à fait par hasard, entendre. Pas moi, en tout cas, monsieur. Je vous jure que, moi, je n'ai rien entendu. Alors, un autre? Eh bien, monsieur, je vous en supplie, Rose, dites-moi tout ce que vous savez. Oui, mais que va dire Gladys? Mais, Rose,
Gladys n'hésiterait pas, elle, j'en suis sûre. Et d'abord, qui est cette Gladys? C'est la bonne qui aidait à la cuisine. Elle était sortie pour voir un ami et, comme elle passait sous les fenêtres du bureau, monsieur s'y trouvait avec la dame. Il parlait fort, selon son habitude. Et Gladys fut curieuse, je veux dire, mais c'est bien naturel, voyons. Tout le monde aurait fait la même chose. Elle en a, d'ailleurs, soufflé mot à personne qu'à moi. Nous avons été aussi étonnées l'une que l'autre. Mais Gladys ne pouvait pas parler, car on avait su qu'elle était sortie pour voir un ami. Elle aurait eu les pires histoires avec Mrs. Pratt, la cuisinière. Mais je suis sûre qu'à vous, monsieur, elle raconterait tout, de bon cœur, encore. Puis j'allais la voir à la cuisine. Rose, à cette idée, avait paru horrifiée. « Oh non, monsieur, il ne faut pas. Et puis, elle est tellement timide. » Il fallait en finir. Après encore de longs palabres, un rendez-vous fut fixé dans un bosquet du parc. Laurence avait donc rencontré la curieuse Gladys. Elle tremblait comme un pauvre petit animal. Il fallut 10 bonnes minutes pour la mettre en confiance. La malheureuse assurait qu'elle ne pourrait jamais, qu'elle ne devait pas, qu'elle n'aurait jamais supposé que Rose eût pu la dénoncer, qu'elle n'avait agi sans mauvaise intention, et surtout qu'elle allait être terriblement grondée si cette histoire parvenait aux oreilles de Miss Pratt. Laurence avait tout de même réussi à la rassurer et à la convaincre. Gladys s'était décidée à parler. « Vous êtes sûr, monsieur, que cela restera entre nous ? » ?»« Mais naturellement. Je ne serai pas conduite en justice. » »« Bien sûr que non. »« Et vous ne direz rien à madame ? » ?»« Non. Si jamais Mrs. Pratt venait à l'apprendre, elle ne saura rien. Je vous en réponds. Allons, Gladys, racontez-moi ça. »« Vous êtes bien sûr que ce n'est pas à mal ? » ?»« Au contraire, Gladys, un jour, vous vous féliciterez que, grâce à vous, je ne sois pas pendue. »« Ah, monsieur, je ne veux pas qu'une chose pareille vous arrive. Mais, vous savez, je n'ai pas entendu grand-chose, et bien par hasard encore. »« Oui, oui, je comprends. » Mon maître était certainement très en colère. « Après tant d'années, criait-il, vous osez vous présenter ici. C'est une infamie. » Je n'entendis pas ce que répondait la dame, mais au bout d'un moment, il reprit. « Je refuse catégoriquement, catégoriquement. » Je ne me rappelle pas toute la phrase, mais il était clair qu'ils se disputaient comme chien et chat. Elle demandant quelque chose, lui refusant. J'entendis encore. « C'est une honte, votre visite, oui, vous, ici. Mais vous ne la verrez pas. Ça, je le défends. » Ces derniers mots m'avaient fait dresser l'oreille. On eût dit que la dame voulait parler à Mrs. Prothero et le colonel semblait craindre qu'elle n'y parvînt. Tout cela m'étonnait qu'un homme comme monsieur, il est si scrupuleux. Et puis, entre nous, il n'était guère séduisant. Je dis à mon ami plus tard, à ce propos, les hommes sont bien tous les mêmes. Mais il ne fut pas de cet avis. Pourtant, cette histoire l'a beaucoup étonné, lui aussi. Dame, monsieur, le colonel Prothero, un marguillier, un homme qui fait la quête et qui lit l'Évangile tous les dimanches à l'église. Gladys s'était arrêtée, à bout de souffle. Avec beaucoup de tact, Laurence avait essayé de la ramener à son véritable objet. « C'est tout ce que vous avez entendu ? C'est bien tout ? » ?»« Je ne peux pas me rappeler tout, monsieur, mais c'était toujours les mêmes paroles qui revenaient. Il a dit une fois ou deux, « Je ne le crois pas, je ne le crois pas. » Et encore, « Peu importe ce que dit Edoc, je ne le crois pas. » Il a bien dit,
peu importe ce que dit Haddock. Oui, monsieur. Il criait que tout ça, c'était un complot. Vous n'avez pas entendu ce que disait la dame? Non, ou plutôt à la fin, seulement à la fin. Elle avait dû s'approcher de la fenêtre, en parlant, sans doute, et j'ai pu saisir quelques mots. Ah, monsieur, mon sang s'est glacé dans mes veines. Elle disait: je n'oublierai jamais ce qu'elle a dit. À cette heure-ci, demain, il se peut que vous soyez mort. Elle a dit cela, Mrs. Lawrence, et sa voix avait un accent de dureté terrible. Je l'ai tout de suite répété à Rose. Et voilà. Laurence réfléchit longuement. Jusqu'à quel point pouvait-il accorder foi aux révélations de Gladys? Son récit devait être vrai, dans le fond, mais depuis le crime, ne l'avait-elle pas arrangé et, si l'on peut dire, enjolivé? Les dernières paroles de la visiteuse, surtout, lui paraissaient sujettes à caution. Il n'en avait pas moins remercié la jeune bonne, l'assurant, une fois encore, que Mrs. Pratt ignorait tout. Puis, il avait quitté Old Hall, la tête pleine de sombres pensées. Une chose, du moins, apparaissait comme certaine. L'entretien de Mrs. Lestrange et du colonel n'avait pas été calme, et Prothero n'avait pas mis sa femme au courant. L'histoire du marguillier de Miss Marple, qui menait, sans qu'on le sût, une double existence, me revint à la mémoire. Nous trouvions-nous en présence d'un cas semblable? Quelque chose ne cessait de m'intriguer. Quel pouvait être le rôle de Haddock dans tout cela? C'est lui qui avait évité à Mrs. Lestrange de venir déposer à l'instruction. C'est lui qui avait tout fait pour la protéger contre les curiosités de la police. Jusqu'où cette étrange protection s'étendait-elle? S'il soupçonnait Mrs. Lestrange d'être l'auteur du meurtre, irait-il jusqu'à se taire? Quand cette dernière, c'était vraiment une femme singulière. Et ce charme qu'elle possédait, ce magnétisme, moi-même, je me refusais à admettre qu'elle pût être mêlée à ce drame. Une voix intérieure me disait: il n'est pas possible que ce soit elle. Mais pourquoi n'était-ce pas possible? Et une autre voix, celle du diable, répondait: parce qu'elle est une femme si séduisante, c'est bien une raison, cela. Comme ne manquerait pas de le dire Miss Marple, la nature humaine garde toujours ses droits.